Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce symposium organisé par les laboratoires Mylan Medical dans le cadre des Journées européennes de la Société française de cardiologie. Je suis Jean-Jacques Mourad et j'ai l'honneur de modérer ce temps d'information et d'échange dédié à l'adhésion au traitement hypocholestérolémiant. Trois des plus grands experts du domaine vont nous livrer les dernières données sur le sujet, ainsi que leur vision sur ce pan important de la prévention cardiovasculaire. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole au professeur Jacques Blacher. Jacques est professeur de thérapeutique à l'Université de Paris. Il dirige l'important centre de diagnostic et thérapeutique de l'Hôtel-Dieu. Il va nous présenter les derniers chiffres concernant la prise en charge de l'hypercholestérolémie en France et leur évolution depuis 10 ans. Vous allez le voir, certains sont édifiants. Bonjour à tous, je m'appelle Jacques Blacher, je suis cardiologue, prof de thérapeutique à l'Université de Paris. Je travaille à l'Hôtel-Dieu et je suis très heureux d'être avec vous pour vous transmettre quelques informations récentes sur le cholestérol en France. Et vous allez voir qu'on a la chance d'avoir des informations assez récentes sur le sujet. Alors, j'ai toute une série de liens d'intérêt. Je ne suis pas certain d'être en conflit d'intérêts dans le cadre de cette communication, mais c'est à vous d'en juger. J'en profite pour remercier le laboratoire Mylan pour organiser ce symposium avec cette thématique du cholestérol et du traitement hypocholestérolémien en France. Alors, je vais aborder 3 points. Le premier, ça va être l'année 2013, puisqu'on est sur la dernière décennie. Et c'est vrai qu'on a eu un tsunami en 2013 par rapport au cholestérol qui a généré, je pense, une quantité d'effets nocebo. Et puis, je vais vous parler de l'étude Esteban. Alors, en 2013, eh bien, certains experts du cholestérol, assez souvent des experts autoproclamés, ont expliqué que les médecins prescrivaient des hypocholestérolémiants, soit parce qu'ils étaient de mèche avec les industriels du médicament, soit parce qu'ils étaient naïfs. Et il faut bien comprendre que les deux défauts n'étaient pas exclusifs, on peut être à la fois con et pourri. Donc merci professeur Philippe Even d'avoir instillé le doute dans l'esprit de nos patients. Et vous allez voir sur cette étude, qui est une étude bordelaise, que beaucoup de nos patients ont effectivement été très perturbés par ces informations scientifiques ou pseudo-scientifiques. Alors l'équipe de Nicolas Moore s'est intéressée à la prescription des hypocholestérolémiants sur une cohorte qui est, vous savez, l'échantillon généraliste des bénéficiaires, c'est-à-dire un échantillon au 1,97e de la population française, c'est-à-dire à peu près 500 000 Français. Et donc ils ont regardé ceux chez qui le médecin avait décidé de prescrire une statine, et puis ils ont regardé si les patients arrêtaient la prescription dans les mois ou l'année qui suivaient la prise de statine. Alors, il faut déjà savoir que on prescrit des traitements au long cours, mais que assez souvent les patients décident d'arrêter les traitements sans qu'on ait ordonné sur l'ordonnance d'arrêter le traitement au bout d'un mois, 3 mois, 6 mois. Mais l'idée de cette étude a été de voir si, après le tsunami de février 2013 et la publication du livre du professeur Even, eh bien, il y a eu plus de patients qui ont arrêté leur statine que sur les 2 années de contrôle précédentes, c'est-à-dire 2011 et 2012. Eh bien, les résultats sont assez inquiétants puisque vous voyez sur cette diapositive qu'entre 2011 et 2012, il y a eu à peu près la même proportion de patients qui ont arrêté leur traitement par statine dans les quelques mois qui ont suivi la prescription. Mais vous voyez qu'en 2013, par rapport à 2012 ou par rapport à 2011, il y a eu 40% de patients supplémentaires qui ont arrêté leur traitement. Alors, comment est-ce qu'on a l'information qu'ils ont arrêté leur traitement? Et c'est le point fort de cette étude. Eh bien, c'est que finalement, on utilise le système national des données de santé, c'est-à-dire qu'on a utilisé les remontées des pharmaciens d'officine. Et donc, on sait si les patients ont acheté leur statine, si les pharmaciens ont délivré les boîtes de statine. Alors, bien entendu, le patient peut acheter le médicament et ne pas le prendre. Et par contre, s'il ne l'achète pas, on est absolument certain qu'il ne l'a pas pris. Eh bien, vous voyez qu'il y a eu 40% de patients en plus qui n'ont pas été à la pharmacie pour prendre leur boîte de statine. Au-delà de l'augmentation de 40%
des non-observants aux statines, eh bien, il y a eu en parallèle une augmentation de la mortalité toute cause chez les patients. Vous voyez qu'entre 2011 et 2012, eh bien, il n'y a pas d'effet discriminant sur la mortalité, alors qu'en 2013, par rapport à 2011 et 2012, eh bien, il y a une augmentation de 17% de la mortalité. Pourquoi est-ce que nos patients arrêtent sans prescription médicale leur traitement par statine? Eh bien, assez souvent parce qu'ils ont des symptômes liés à ces médicaments, ou en tout cas, ils pensent que les symptômes qu'ils présentent pourraient être liés à la statine. Alors, c'est important lorsque les patients se plaignent de crampes, de fourmillements, de paresthésie, depuis qu'ils prennent leur statine, c'est important d'essayer de pouvoir avoir un avis un peu expert d'imputabilité du symptôme sur la prise de statine. Et vous voyez sur cette diapositive qu'il y a des grilles dans la littérature. On a rappelé ça dans un papier récent dans la presse médicale qu'on a écrit avec différents spécialistes français du cholestérol. Vous voyez sur cette diapositive que, eh bien, effectivement, les symptômes sont probablement imputables aux statines. Si ces symptômes sont bilatéraux, s'ils touchent les grosses masses musculaires, les épaules, les hanches, s'ils apparaissent dans les quelques semaines qui suivent l'introduction du traitement et s'ils disparaissent rapidement après l'arrêt du traitement. Dans les autres cas, eh bien, on peut imaginer que les symptômes sont finalement pas en rapport avec la prescription par statine et que nous sommes dans le cadre d'un effet nocebo. Alors, on va parler maintenant de l'étude Esteban. L'étude Esteban est une étude qui a été réalisée par une agence étatique, Santé publique France, un échantillon représentatif de la population française. Cette représentativité est extrêmement importante. Elle a été faite avec beaucoup de rigueur par les collègues épidémiologistes d'Esteban. Et donc, que nous apportent ces informations en matière de cholestérol? Eh bien, vous avez sur cette diapositive des histogrammes où il y a représenté à gauche l'enquête précédente d'Esteban, c'est-à-dire l'enquête nationale nutrition santé, et puis à droite, vous avez Esteban. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe à 10 ans d'intervalle? Eh bien, on observe qu'il y a moins de dosage de cholestérol, qu'il y a plus d'hypercholestérolémie à plus de 1,9 g de LDL cholestérol et qu'il y a moins de traitements hypocholestérolémiants. En 2015, 7,2% des patients en France prenaient une statine. Alors, on a eu l'opportunité de travailler sur la base de données d'Esteban en faisant des analyses complémentaires et on vient de publier, là, début 2021, ce papier dans Médecine. Et c'est vraiment intéressant d'avoir comme ça une photographie des patients qui ont un problème d'hypercholestérolémie en France. Alors, vous voyez ici la population française, hein, encore une fois, l'échantillon Esteban est représentatif, 5% de diabétiques, 30% d'hypertendus, 3,6% de patients qui sont en situation de prévention cardiovasculaire secondaire, et puis la moyenne du LDL en France, c'est 1,30 g. Alors, on a essayé de comparer les prescriptions médicales françaises aux recommandations qui étaient en vigueur en 2015, c'est-à-dire les recommandations européennes de 2011. On s'est intéressé à l'observance des patients et vous voyez, c'était vraiment intéressant que pour l'observance des patients, eh bien, on a été récupérer, toujours dans le système national des données de santé, les informations de prescription, de délivrance des statines. Et donc, encore une fois, si les patients vont chercher leurs médicaments, ben, on estime qu'ils le prennent. Si les patients ne vont pas chercher leurs médicaments à la pharmacie, ben, on est sûr qu'ils ne les prennent pas. Et comme dans toutes les autres équipes, on a considéré que les patients étaient observants s'ils prenaient au moins 80% des produits. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que si on série les patients d'Esteban en fonction de leur niveau de risque cardiovasculaire, avec l'échelle de risque SCORE, ce qui est recommandé par les experts européens en 2011, eh bien, 55% de la population française se trouve dans le faible risque, 30% dans le risque modéré, 4% dans le haut risque et 10% dans le très haut risque.
vous voyez que le niveau de LDL cholestérol est finalement assez proche d'un groupe de risque à l'autre, en moyenne, bien entendu, dans chacun des collectifs de patients. Et alors là, vous avez ce qui est encadré sur la diapositive. J'espère que vous êtes assis parce que sinon vous allez faire un malaise. C'est la quantité de comprimés qui sont pris par les patients. Eh bien, les patients vont acheter suffisamment de comprimés pour couvrir à peu près les 2 tiers des jours de l'année. C'est-à-dire qu'ils ne prennent en moyenne des comprimés de statine que 2 jours sur 3. Et il n'y a que 30%, oui, je dis bien 30% des patients qui prennent effectivement plus de 80% des comprimés délivrés sur l'année. Vous avez ici la proportion des patients qui ont une hypercholestérolémie LDL, avec encore une fois les valeurs qui sont recommandées, enfin qui étaient recommandées en 2011. Et bien entendu, lorsqu'on est dans le haut risque ou le très haut risque, eh bien, on a un objectif de LDL qui est très bas et donc beaucoup plus de patients qui ont une hyper-LDL cholestérolémie. Et regardez sur cette diapositive, on a essayé d'évaluer la prescription des médecins. Est-ce que les médecins prescrivaient selon les recommandations? Eh bien, 23% des patients avaient une hypercholestérolémie. Vous avez en rouge foncé les patients qui ne sont pas traités, mais qui auraient dû l'être selon le grade 1A des recommandations. En rouge plus clair, ceux qui auraient dû l'être selon le grade 2AA des recommandations, ceux qui sont traités en fonction des guidelines en vert, et puis ceux, les 0,6% qui sont traités alors qu'ils n'auraient pas justifié un traitement antihypertenseur. Pardon, hypocholestérolémie. En conclusion de cette analyse, eh bien, l'hypercholestérolémie, c'est 23% de la population en 2015, selon les normales de 2011. Clairement, il y a une sous-prescription et donc probablement une perte de chance de nos patients par rapport aux bénéfices des statines, avec une très mauvaise adhérence au traitement. Et donc, en conclusion, on est dans une situation tout à fait paradoxale, où la classe des statines, c'est la classe thérapeutique avec le plus fort niveau de preuve en matière de prévention cardiovasculaire, mais aussi le plus fort niveau de défiance de la part de nos patients. Il faut absolument que nous puissions développer de nouvelles stratégies dirigées vers les cliniciens pour pouvoir intégrer les recommandations plus rapidement et plus en profondeur pour pouvoir modifier les pratiques médicales. Et puis, les objectifs auprès des patients, et on a la chance d'avoir des experts qui vont nous aider dans les 2 communications qui vont suivre, eh bien, c'est d'améliorer la confiance de nos patients et puis d'améliorer, bien entendu, leur observance. Merci pour votre attention. Je passe à présent la parole au professeur Gérard Réac, qu'il est inutile de présenter. Philosophe et médecin, il a dédié une grande partie de sa recherche aux mécaniques de l'observance. Il va nous expliquer pourquoi les patients sont inobservants aux traitements chroniques et aux traitements hypocholestérolémiants en particulier. Gérard, à toi la parole. Bonjour, on m'a posé la question, pourquoi est-ce que les patients qui ont une hypercholestérolémie ne sont pas observants à leur traitement? Le but de ma présentation, ça va être d'analyser le comportement des patients qui ont une hypercholestérolémie et qui ne sont pas observants, et à partir de ces données, proposer un modèle qui décrit des portes d'entrée pour améliorer l'observance. Alors, je ne reviendrai pas sur la gravité du problème de la non-observance, mais je voudrais insister sur le fait qu'il y a 2 types de non-observance. Celle qui est non intentionnelle et celle qui est intentionnelle. Dans celle qui est non intentionnelle, le patient l'aurait bien pris, mais il avait mal compris, ou il n'avait pas accès aux médicaments, ou il a oublié. Ce n'est pas son choix. Ici, au contraire, dans la non-observance intentionnelle, il fait le choix délibéré de ne pas prendre son traitement, il peut donner la raison de son choix. L'autre point sur lequel je voudrais insister est sur le fait que dans la vie, il y a plein de choses que nous faisons par habitude. Et il y a des gens qui prennent leurs médicaments par habitude. Et dans ce cas, on peut parler d'observance non intentionnelle. Voilà les résultats que je vais vous présenter. Elles sont issues d'une étude en ligne qui a utilisé un panel de 54 000 consommateurs et nous avons identifié 3 001 patients qui avaient une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie
et un diabète, et certains qui avaient plusieurs pathologies en même temps. Et 72% avaient seulement une pathologie, et parmi eux, 784 patients avaient seulement une hypercholestérolémie, et ce sont les données que je vais présenter aujourd'hui. Alors, le questionnaire est bien évidemment des données démographiques, les pathologies, le type de traitement. Et puis, pour l'observance, eh bien, le questionnaire de Girer, qui a 6 questions du type, par exemple, ce matin, est-ce que vous avez oublié de prendre votre médicament? Et si les patients répondent jamais oui, eh bien, ils sont strictement observants. Et s'ils répondent au moins une fois oui, eh bien, nous allons les considérer comme non-observants. Donc, vous voyez 2 catégories de patients, les observants qui ne répondent jamais oui, et les non-observants qui répondent au moins une fois oui. Les autres items de notre questionnaire, il y avait sur la non-observance intentionnelle 2 questions. Est-ce que ça vous arrive délibérément de ne pas prendre votre médicament? Et quand vous ne le prenez pas, est-ce que vous pouvez dire pourquoi? Des questions évidemment sur les effets secondaires et comment les patients apprécient leur traitement. Des questions sur la relation entre le patient et son médecin, notamment la quantité d'informations qu'ils ont reçues sur la maladie, sur le médicament, et puis les attitudes du médecin sur leurs problèmes et leurs besoins, et la confiance. Une question explorait le fait, est-ce que vous vous sentez impliqué dans le traitement? Des questions sur l'effet de l'habitude, et notamment sa force, d'une manière générale. Quand vous faites quelque chose par habitude, est-ce que vous vous y tenez? Alors voilà les réponses au questionnaire. Quelques éléments, vous voyez, il y a 48% de personnes du sexe masculin, leur âge en moyenne 52,8%, le nombre de comprimés par jour, il y en avait 9% qui avaient un traitement injectable, et puis quand on séparait nos patients en observant aucune réponse positive ou non observant au moins une réponse positive, c'était 34% et 66%. Et maintenant, quand on regarde les autres questions, eh bien, vous voyez, la question, est-ce que ça vous arrive de ne pas prendre délibérément votre traitement? Bon, il y en avait 83% qui disaient jamais, mais il y en avait 17% qui disaient souvent. Est-ce que vous avez des effets secondaires? Il y en avait 33% qui répondaient oui. La confiance en le médecin. Est-ce que vous avez plutôt confiance? Bon, 94% répondent oui dans le médecin généraliste, mais 5,2% répondent non. Dans le spécialiste, 86% répondent oui, j'ai plutôt confiance. Mais il y en a 13,6% qui répondent non, j'ai plutôt pas confiance. Est-ce que vous sentez impliqué dans le traitement? 87% répondent oui, mais il y en a 12,5% qui répondent plutôt pas. Et d'une manière générale, est-ce que vous tenez à vos habitudes? L'immense majorité répondent oui, mais 10% environ répondent non. Alors, les analyses statistiques, bon, ça va être du très classique. Il y a de l'analyse univariée pour essayer de découvrir les facteurs qui sont associés à ces différents items, et puis une analyse en correspondance multiple qui va illustrer les interconnexions qui existent entre ces différents facteurs. Et je vous montrerai par comparaison ce qu'on observe chez les patients hypertendus, chez les patients diabétiques. Je voudrais dire qu'on n'a pas fait d'analyse multivariée parce que mon but, c'est de ne pas découvrir si les facteurs sont indépendants, mais simplement s'ils sont associés à ces différents éléments. Alors commençons évidemment par qu'est-ce qui est associé, c'est la question qu'on m'a posée, à la non-observance chez les patients qui ont une hypercholestérolémie. Vous voyez, ce qui sort en tout premier, ce sont les effets secondaires. La présence d'effets secondaires est associée à la non-observance. Vous voyez, c'est extrêmement significatif. Et puis, la confiance dans le spécialiste, plutôt non. Vous voyez que c'est associé à la non-observance. Et d'ailleurs, vous voyez que les gens qui ne sont pas très contents avec les attitudes de leur médecin, plutôt non, ils ne prennent pas trop en compte les besoins. Et bien, vous voyez que tout ceci sort comme associé à la non-observance. Et puis, c'est associé à la non-observance intentionnelle. Regardez la valeur de Z. Cette non-observance intentionnelle, de ne pas prendre délibérément le traitement, est associée à la non-observance en général. Voyons un peu maintenant les déterminants de la non-observance intentionnelle.
Eh bien, vous voyez, ce qui sort en tout premier, ce sont les effets secondaires. Les effets secondaires, et quand on dit oui, c'est la raison pour laquelle je ne prends pas mon traitement, eh bien, c'est un énorme facteur de non-observance intentionnelle. Vous avez aussi évidemment le fait de trouver que le médicament n'est pas bénéfique, le fait d'avoir un traitement injectable. Et puis, vous voyez, ce sont souvent des gens qui sont jeunes. Et je voudrais maintenant vous montrer le problème des effets secondaires. Qu'est-ce qui est associé au fait qu'on a des effets secondaires, qu'on déclare avoir des effets secondaires? Alors, il y a l'observance, la non-observance et la non-observance intentionnelle, mais ça c'est circulaire, c'est ce qu'on vient de montrer. Mais vous voyez qu'il y a aussi le fait que la confiance dans le spécialiste, quand on répond plutôt non, eh bien c'est très significativement associé à la présence d'effets secondaires, de même que, disons, un mécontentement relatif vis-à-vis des attitudes du médecin. Alors, la confiance en le spécialiste, qu'est-ce qui sort en premier? Eh bien, vous voyez, ce qui sort en premier, pourquoi certains patients disent qu'ils n'ont plutôt pas confiance en le spécialiste? Eh bien, c'est qu'ils trouvent que le spécialiste ne prend pas suffisamment en compte leurs besoins ou ne comprend pas suffisamment leurs problèmes. Eh bien, ils se sentent peu impliqués dans le traitement. Et évidemment, comme ça, c'est circulaire parce qu'on l'a déjà montré, c'est associé à la non-observance et à la non-observance intentionnelle. Ça, c'était pour le spécialiste. Pour le généraliste, c'est à peu près la même chose. Vous voyez qu'en fait, ce qui sort en premier, c'est la capacité d'empathie du médecin. Je n'ai plutôt pas confiance au médecin généraliste parce qu'il ne prend pas en compte mes besoins ou mes problèmes. Et vous voyez, et je ne me sens pas impliqué dans le traitement. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on se sent impliqué dans le traitement? Eh bien, on retrouve effectivement la capacité d'empathie du médecin, c'est ce qui ressort en premier. Mais vous voyez aussi que ce qui est le plus important, en fait, ce sont les informations qu'on a sur comment on pense qu'on a suffisamment d'informations sur la maladie ou sur le traitement. Et puis maintenant, je vais terminer par l'habitude, parce que je vous avais dit que c'était un élément original de cette étude. D'une manière générale, quand vous avez une habitude, est-ce que vous vous y tenez? Eh bien, bon, c'est associé, vous voyez ici, au fait de se sentir impliqué dans le traitement, et puis d'être satisfait d'avoir une relation de confiance avec le médecin, avec le spécialiste ou le généraliste. Évidemment, si vous avez totalement confiance et que vous êtes content du médicament, eh bien, vous prendrez votre médicament les yeux fermés, vous le ferez par habitude. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, tous ces facteurs sont liés. Vous avez ici l'analyse en correspondance multiple qui montre les patients non observants en rouge, les patients observants en vert, et en fait, les facteurs qui sont associés à la non-observance ou à l'observance. Eh bien, associés à la non-observance, la jeûne, la présence d'effets secondaires, et la non-observance intentionnelle. Regardez D1, D2, les effets secondaires. C'est presque la même ligne que B1, B2, l'observance. Vous voyez, c'est la puissance des effets secondaires. Et ça, c'est pour vous montrer qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe chez les patients diabétiques ou chez les patients hypertendus, ce ne sont pas les mêmes patients, hein, c'est deux autres cohortes, eh bien, on a exactement le même type de résultat. Voilà, je vous avais dit que ce que je souhaitais, c'était, à partir de ces observations, pouvoir proposer un modèle qui décrit des portes d'entrée vers l'observance. Et en fait, je pense qu'il y en a deux. Il y a l'attitude du médecin, et ici, qui génère la confiance. Et en fait, cette confiance, elle permet d'éviter la non-observance intentionnelle et de promouvoir l'observance non intentionnelle par l'habitude, et c'est ainsi, c'est un nouveau concept, je pense, et c'est ainsi qu'on arrive à l'observance.
Voilà ici le modèle complet qu'on espère pouvoir publier avec, vous avez ici les attitudes du médecin, le comportement du patient, avec le fait qu'il se sente impliqué dans les décisions, la confiance dans le médecin, et puis ici le fait que, eh bien, il n'y aura pas de non-observance intentionnelle, il y aura une observance non intentionnelle, et donc une observance, je voudrais vous montrer le rôle absolument pivot de la confiance dans le médecin. Et voilà ma dernière diapositive, take-home message, la clé. Je pense, eh bien, impliquons le patient dans les décisions, c'est le principe de la décision médicale partagée. Donnons-lui des informations sur les traitements et sa maladie, c'est une grande partie très importante de l'éducation du patient. Et puis, faisons preuve d'empathie en comprenant ses problèmes et ses besoins. Ceci génère la confiance et la confiance génère l'observance. Je vous remercie. Autour du professeur Eric Brucker, plus qu'un spécialiste de la lipidologie, Eric est un fin connaisseur des patients et de leur accompagnement au quotidien. Il va nous livrer, à travers sa revue de la littérature et son expertise, les leviers possibles pour prévenir l'inobservance, de la théorie à la pratique. À toi, Eric. Bonjour, et écoutez, je suis très heureux de pouvoir discuter avec vous maintenant, pendant les 10 minutes qui me sont imparties, des moyens pour améliorer l'adhérence, notamment au traitement par statine, en pratique quotidienne. Alors, comme vous l'avez vu dans la présentation de Gérard Réac, il y a une observance qui est dite non intentionnelle et une observance qui est intentionnelle, mais surtout sur le schéma qui vous a expliqué, il y a des leviers qui se situent avant l'initiation du traitement et d'autres leviers qui se situent après l'initiation du traitement. Et donc, on voit bien que les leviers qu'on peut utiliser pour améliorer l'observance, non seulement, bien sûr, ils sont différents d'un patient à l'autre en fonction du type d'inobservance, mais aussi ils sont différents en fonction du temps par rapport au traitement. Alors, je propose sur cette diapositive de résumer de façon très simple quelques moyens qu'on peut utiliser en pratique pour améliorer l'observance. Alors, si on prend ceux qui sont avant l'initiation du traitement, eh bien, on sait qu'on a tendance à prendre d'autant mieux son traitement qu'on est convaincu que c'est utile. Ça peut paraître évident, mais beaucoup de patients, lorsqu'ils sont sous statine, ne sont pas certains que c'est vraiment indispensable pour eux. On prend d'autant mieux son traitement qu'on a une relation de confiance avec le prescripteur et donc avec le traitement. Et puis surtout, et ça c'est important pour notamment la prévention primaire, parce que parfois en prévention secondaire, on n'a pas tout à fait le temps de partage de décisions, mais on observe d'autant mieux son traitement qu'on a été complètement engagé dans la décision thérapeutique. C'est ce qu'on appelle le decision sharing. Et cette part importante du traitement est très détaillée dans les recommandations de prise en charge des dyslipidémies de 2019. Alors, après l'initiation du traitement, eh bien, on suit d'autant mieux son traitement que c'est facile de le faire. Et c'est là où la simplification du traitement, l'utilisation de piluliers peut être utile. On prend d'autant mieux son traitement que ça marche bien. Et donc, la stratégie de dire fire and forget, que vous connaissez bien, est totalement inadaptée au problème d'observance, puisque le patient a besoin de voir une amélioration sur son bilan lipidique. Et si on ne lui fait pas faire, eh bien, il ne va pas, ou il y a plus de chances qu'il ne prenne pas son traitement. Et on voit aussi que des patients qui ont une observance faible, eh bien, ça vaut parfois le coup de faire plus souvent des bilans lipidiques. Évidemment, comme tous les traitements, on le prend d'autant mieux qu'il y a peu ou pas d'effets secondaires. Je vais revenir sur cet aspect très important. L'autre élément qui est, alors qu'on peut appeler en termes de comportement, la désirabilité sociale, ou en tout cas l'aide les patients qui sont isolés ou qui n'ont pas d'aide, en général prennent moins bien leur traitement.
Et enfin, on prend d'autant mieux son traitement qu'on va bien. Et c'est pour ça que la dépression et que le stress important est associé à une moins bonne observance. Et enfin, une notion essentielle dont vous a déjà parlé un petit peu Gérard Réac, c'est cette notion d'habitude. La prise du traitement régulier se fait et devient régulière quand c'est associé à une habitude. Alors, quelques illustrations de ça. D'abord, il faut qu'on soit convaincu que le traitement est utile. Il faut qu'on soit convaincu que le cholestérol est responsable de la maladie cardiovasculaire quand on est en prévention secondaire. Et puis, une notion plus générale, c'est cette notion de statine et disutility, qui est le mot en anglais, et qui veut dire en gros, qu'est-ce que j'attends comme bénéfice en échange d'un traitement chronique. Et ici, dans cette étude, a été évaluée en fait l'espérance de vie augmentée qu'on attend en échange d'une prise par traitement. Et on voit que globalement, l'attente des patients, mais aussi bien des médecins, est souvent supérieure à ce que peut apporter le traitement par statine. Et ça, c'est illustré aussi d'une autre façon, où on voit en fonction de la couleur, les patients qui sont, dont l'attente est en accord avec les recommandations ou pas. Et faute de temps, je ne peux pas entrer dans les détails de cette diapositive, mais ça veut dire qu'une proportion très élevée de patients attendent du traitement chronique un bénéfice supplémentaire que ce que peut effectivement apporter la statine. Et ça, c'est un point, je pense, important à discuter avec les patients. Alors, toujours dans la notion de conviction que le traitement doit être utile, eh bien, il y a deux illustrations à ça. La première, c'est qu'on voit sur cette étude que les patients sont d'autant mieux observants qu'ils connaissent leur risque vasculaire. Et donc, c'est un élément important et simple à apporter aux patients. C'est le risque de faire un événement et donc le bénéfice que peut apporter la statine. Et dans le même ordre d'idées, ce qui a été montré, pas simplement pour les statines, c'est que le fait de connaître l'état de ces artères, donc cette fois-ci on est en prévention primaire, eh bien, est associé à des différences considérables d'observance. Vous avez ici le pourcentage de sujets qui suivent le traitement par statine en fonction de l'information sur le score calcique, et vous voyez que plus il est élevé, plus les patients vont suivre le traitement. Donc cette notion d'information très simple est utile, et c'est pour ça que de temps en temps, faire de l'imagerie peut aider à améliorer l'observance. Alors, je n'ai pas le temps de détailler chaque point, mais je voulais dire un mot de cet aspect des effets secondaires, puisqu'il se trouve qu'avec les statines, la plupart des effets secondaires sont en fait des effets nocebo. Mais je pense qu'une des premières informations qui est extrêmement importante, c'est de voir que la crainte des effets secondaires est omniprésente, et ça, ce n'est pas spécifique avec les statines. Vous avez ici ce qu'on appelle les études de willing to pay, qui permettent de savoir quel est l'impact des effets secondaires sur la volonté de prendre un traitement. Et donc, vous avez ici un traitement imaginaire qui baisse le risque d'infarctus de 30%, ou la même étude a été faite avec une baisse du risque de 50%, et le pourcentage de patients qui acceptent de prendre le traitement en fonction des effets secondaires. S'il n'y en a pas, 88% disent « moi, je vais prendre ce traitement ». Et vous voyez que dès qu'il y a des effets secondaires, même relativement mineurs, très rapidement, le pourcentage de patients qui acceptent de prendre le traitement baisse de façon extrêmement spectaculaire. Et ce qui est intéressant, c'est que si on remplace le 30% ici par du 50%, ces chiffres ne bougent absolument pas. Et donc, l'effet secondaire est quelque chose qui est très dominant. Ça a été aussi illustré de façon très spectaculaire dans cet article tout récent du New England Journal of Medicine, qui montre que la plupart des effets secondaires avec les statines sont liés à un effet nocebo. Dans cette étude, il y a une randomisation en 3 groupes, un groupe sans traitement, un groupe sous placebo et un groupe sous statine, tout ça évidemment en aveugle. Eh bien, on s'aperçoit dans cette étude que
ceux qui n'ont pas de traitement n'ont pas d'effets secondaires et que ceux qui sont sous placebo ont pratiquement autant d'effets secondaires musculaires que ceux qui sont sous statine, ce qui montre bien l'importance de l'effet nocebo. Alors derrière ça, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il est important d'informer sur les effets secondaires, sur la réalité des effets secondaires, sur le fait que ces effets secondaires sont faciles à gérer, et tout ça, je pense, contribue à l'amélioration de l'observance. Alors, la caractéristique de l'observance, alors que, comme on vous l'a déjà dit, c'est un problème absolument majeur, qu'il y a des milliers et milliers de morts qui sont liés à la non-prise des statines, en fait, on s'aperçoit qu'il y a très peu d'études sur l'observance. Et ici, c'est une des revues systématiques de la Cochrane qui a cherché à savoir qu'est-ce qui pouvait améliorer la prise du traitement par lipides pour avec les hypolipidémiants dans toutes les études qui ont été réalisées. Et vous voyez qu'en fait, bien, il y a assez peu d'études bien faites autour de l'observance. Alors, ce qui a été montré et remontré, c'est que simplifier le schéma thérapeutique marche, que l'information du patient marche, que les techniques un peu plus complexes aussi ont un bénéfice. Et donc, sur ces études, comme vous pouvez le voir ici, globalement, il y a beaucoup de choses qui marchent, même si ce n'est jamais très spectaculaire, mais que simplement l'information du patient, eh bien, déjà, ça a une certaine efficacité. Et puis, le pilulier électronique, avec une technique donc, de feedback pour dire au patient quelle a été son observance, sont aussi efficaces. Voilà, en conclusion, l'étape numéro 1 pour améliorer l'observance, c'est tout simplement de poser la question et puis ensuite d'analyser le type d'inobservance, intentionnelle, non intentionnelle, et ensuite de discuter donc avec les quelques pistes que je vous ai présentées, comment l'améliorer pour chaque patient. C'est donc une approche assez personnalisée. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous trois pour ces passionnantes interventions. Nous avons donc 8 minutes pour en débattre et j'ai donc quelques questions pour vous. Jacques d'abord, bravo pour cette belle exploitation des données d'Esteban et ce dernier papier dans Médecine. À t'écouter, je me demandais si on pouvait en tirer des enseignements sur le niveau de connaissance des médecins en France, sur la pharmacologie des hypolipémiants, qui est en apparence assez simple, et par rapport à l'intensité des statines à mettre en place en face d'un risque. Est-ce que tu as une capacité d'analyser cela, même indirectement, dans les données d'Esteban et en tirer peut-être des leçons pour les enseignants du 2e et du 3e cycle en France? Alors, c'est une bonne question, mais je dirais que malheureusement, on n'a que l'information de la délivrance des médicaments. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui doivent négocier très fort avec leurs patients pour leur donner une statine, à forte dose, et que les patients sont extrêmement défiants, extrêmement craintifs par rapport à cette classe de médicaments pour des mauvaises raisons, comme on le sait. Et donc, est-ce que c'est la volonté du médecin ou est-ce que c'est finalement le fruit de la négociation entre le médecin et le patient? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas l'information. Mais on a aussi des collègues, qu'ils soient d'ailleurs généralistes ou spécialistes, qui disent clairement, moi, j'ai arrêté, j'ai abandonné. J'arrête d'essayer de convaincre le patient qu'il a un bénéfice à prendre une statine. À partir du moment où il me dit, mais docteur, c'est cette classe de médicaments, tout le monde sait que c'est un poison, mon voisin est dans une chaise roulante depuis qu'il a eu ces médicaments. Voilà, ils abandonnent parce que malheureusement, encore une fois, il y a des défiance extraordinaire. Ok, mais enfin, je pense qu'il y a possiblement matière encore à regarder ça de plus près. Merci Jacques de faire ce travail. Gérard, peut-être pour toi, parce qu'il y a un mot que vous avez tous les trois beaucoup moins prononcé dans vos topos que celui de l'inobservance, mais c'était l'exercice imposé, c'est celui de l'inertie. Est-ce qu'on est capable, dans ce domaine qui nous intéresse aujourd'hui, de quantifier finalement le rôle respectif de l'inertie
de la non-prise et donc de l'inobservance. Est-ce que, et en corollaire, est-ce que, comme dans d'autres domaines, il y a un système de double peine, Gérard? C'est-à-dire, est-ce qu'on a souvent, dans ce domaine-là, face à un malade inobservant, un médecin plutôt inerte? Est-ce qu'on a ça dans l'hypercholestérolémie? En fait, la question rejoint la réponse qu'a donnée Jacques à l'instant. Effectivement, la non-observance, le patient ne suit pas la prescription du médecin, mais l'inertie clinique, sa définition, c'est que le médecin ne suit pas les recommandations en cours, en vigueur. Et les deux choses sont associées. Le médecin ne suit pas les recommandations en vigueur parce qu'il a peur de la réaction du patient. C'est exactement ce que vient de dire Jacques. Et alors, dans le domaine de l'hypercholestérolémie, je ne sais pas, mais dans le domaine du diabète, ça a été démontré, les patients non observants ont plus souvent des médecins qui sont inertes vis-à-vis de l'intensification du traitement. On a même dit que les médecins et les patients passaient un contrat implicite, évidemment pas explicite, pour retarder le plus longtemps possible la prescription de l'insuline. Voilà. Et ça fait appel à des mécanismes psychologiques. Il ne faut blâmer ni les uns ni les autres. C'est simplement reconnaître la complexité de la médecine. Maintenant, je voudrais vous dire, un moyen pour les médecins de lutter contre l'inertie clinique, c'est la confiance. Ils pourraient se dire, le patient me fait confiance, je dois mériter sa confiance en lui prescrivant un traitement, même si c'est difficile. Maintenant, il ne faut pas se cacher la difficulté de la situation. J'espère avoir répondu à la question qui était très importante. Tout à fait, Gérard. J'aime bien ce terme de confiance et ça me donne finalement une perche pour poser à Eric peut-être la dernière question dans le temps imparti. C'est vrai qu'à t'écouter, Eric, en te connaissant, je me disais que finalement, tous tes patients devaient être archi-observants, archi-convaincus de l'intérêt de leur traitement et que finalement, ils sortaient de chez toi avec le top de la protection conférée à ces traitements. Plus sérieusement, penses-tu qu'il faudrait justement, pour installer une confiance d'emblée, formaliser, à l'instar de ce que nous avions proposé dans l'hypertension, qui est loin d'être fait, je te l'avoue, une consultation d'annonce et d'information avant toute prise en charge, y compris quand on parle de règles d'hygiène et de vie, de poser ça sur la table lors d'une consultation dédiée? Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant? Alors, non, juste pour répondre à la première partie de ton observation, je pense que l'ensemble des médecins, en fait, ont une espèce de déni de non-observance parce que les patients qui reviennent régulièrement en consultation sont plutôt statistiquement ceux qui prennent les médicaments. Et donc, on a toujours l'impression que ses propres patients font beaucoup mieux que les autres, mais les chiffres de l'inobservance sont là pour nous rappeler que c'est un problème absolument majeur. Alors moi, je ne suis pas tellement partisan de formaliser une consultation d'annonce du traitement par statine. Je pense qu'il y a d'autres façons d'appréhender cet aspect de la question. Alors, moi, je pense que, par exemple, la consultation un peu obligatoire en post-AVC a été hyper bénéfique pour la prévention de la récidive. Et il faudrait peut-être faire la même chose après un accident cardiovasculaire. Mais en prévention primaire, je pense qu'il ne faut pas compliquer les choses. Voilà, merci à tous. Je pense qu'on a fait à peu près le tour et je vous remercie pour votre concision, ce qui n'est pas toujours simple avec nous quatre. Et à très bientôt. En conclusion, il me reste donc à remercier le comité d'organisation des Journées européennes et le laboratoire Mylan Medical, ainsi que nos 3 orateurs, de nous avoir dédié ce temps de formation et d'échange. Je souhaite à vous tous une vaccination rapide, un excellent congrès, et je vous dis à très bientôt dans la vraie vie.